Bonjour à toutes et à tous. On va encore faire un épisode sur la ménopause et la périménopause. Et cette fois, on va parler de micronutrition et d'Ayurveda avec Sophie Benabi. Bonjour Sophie. Bonjour Mounia. Bienvenue. Ravie d'être là. Merci beaucoup. Je suis trop contente qu'on fasse cet épisode ensemble. Moi aussi, très heureuse. Raconte-nous un peu, aujourd'hui, moi, ce que je t'ai découvert, tu es une des grandes spécialistes de la micronutrition et de l'Ayurveda, en tout cas sur les réseaux sociaux, pour les gens qui veulent se former, etc. Tu proposes beaucoup de contenu. Oui. Comment t'es arrivée à ça, un peu ton parcours? Est-ce que t'as toujours fait ça ou est-ce que t'avais une autre carrière avant? Alors, j'avais une autre carrière avant, effectivement. Moi, j'étais dans l'ingénierie informatique. J'ai travaillé en fait dedans pendant 3 ans dans les systèmes d'information RH. C'était ennuyant au possible pour moi, en fait. Je me suis un petit peu égarée en cours de route. Et donc, j'ai eu envie de retrouver un petit peu plus de sens, un petit peu plus de connexion au vivant, en aidant en fait les gens de manière beaucoup plus profonde. Et donc, je suis tombée sur un ouvrage qui parlait d'Ayurveda et c'était pas très connu à l'époque. C'était quand ça? C'était en 2016. D'accord. Et donc, j'ai eu un déclic en fait en partant en Inde lors d'un voyage initiatique de 2 semaines où vraiment je me suis immergée dans l'Ayurveda, dans les soins ayurvédiques, dans la tradition un petit peu plus hindouiste aussi. Mais en gros, avant, dans ton passé, il n'y avait pas eu d'intérêt ni pour l'Inde, ni pour la culture de l'Inde, ouais. Pas du tout en fait. C'est vraiment juste un arrivé. jour, tu tombes sur un livre et ça t'appelle. Exactement, c'était une rencontre, Okay. vraiment. D'accord. Donc tu pars en Inde. Je pars en Inde, je découvre cette médecine, je tombe amoureuse et en rentrant, je décide de me former. Mais si tu veux, il y avait des résonances en fait un peu avec ma culture kabyle, puisque je suis d'origine kabyle. Et ma grand-mère, elle soignait beaucoup avec les épices, les plantes. Elle nous faisait beaucoup de massages. Tu sais, pour les otites, on soignait avec l'huile d'olive kabyle. Donc, il y avait des consonances un petit peu avec cette médecine indienne que j'ai retrouvée. Et ça m'a beaucoup plu. Et je me suis dit que c'était en quelque sorte aussi une façon d'embrasser un peu peut-être pas mes origines, mais des choses qui m'ont été inculquées et transmises par ma grand-mère. D'accord, ok. Et donc, tu décides d'aller en Inde et de t'immerger un peu dans l'Ayurveda. C'est ça. Okay. Est-ce que déjà tu en bénéficies personnellement? Oui. Comment ça se passe? En fait, j'imagine que tu décides pas tout de suite d'en faire un métier. En fait, ça a été assez rapide. C'est-à-dire que j'ai reçu des soins ayurvédiques, donc des soins, des massages, des soins de Shirodhara. Il y a eu donc beaucoup de pèlerinages, comme je disais, avec des marches en fait lors de pleine de lune, tu vois. Lors de pleine lune plutôt. Et tout ça, je me suis dit, j'ai envie d'approfondir ce que c'est l'Ayurveda, parce que je savais que ça allait au-delà des soins, mais qu'est-ce que c'était, ça, j'en savais rien. Et donc, en fait, je me suis inscrite à une formation de 4 ans en France. Ah ouais. J'y suis allée tout de go. D'accord. Et en fait, j'ai commencé cette formation et je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Ça, vraiment, plus j'approfondissais, plus je m'y retrouvais. Et donc, j'ai décidé après de quitter mon travail en 2017. D'accord. Et donc, tu t'es mis à fond dans la formation. C'était une formation à plein temps? Ça. Non, c'était pas à plein temps. En fait, c'était plusieurs semaines par mois. Mais on avait quand même du temps derrière pour ceux qui travaillaient à côté. Mais moi, je m'y étais mis à temps plein, si tu veux. D'accord. T'étais à fond, quoi. J'étais à fond, ouais, passionnée. Et avant d'aller justement dans l'angle que, quand je t'ai contactée, je t'ai dit que je voulais compléter la série sur la ménopause et la périménopause avec un épisode sur l'alimentation. Oui. Avant de rentrer vraiment dans ce sujet, si tu devais expliquer ce que c'est que l'Ayurveda à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, et qu'est-ce que c'est? Ok, alors donc déjà c'est une médecine indienne originaire de l'Inde qui date en fait de plus de 5000 ans. C'est une médecine ancestrale. Elle est tellement vieille en fait qu'on l'appelle la grand-mère de la médecine, si tu veux, parce qu'il y a beaucoup de médecines, notamment la médecine chinoise, qui s'est aussi, on dit que ça s'est inspiré. Alors c'est pas un concours de celui qui est arrivé avant, mais on dit qu'il y a eu des inspirations en fait de cette médecine indienne qui est une des plus anciennes du monde. Et c'est une médecine qui se veut holistique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un déséquilibre, on essaye toujours de venir remonter à la racine de la problématique de la personne en comprenant la personne dans sa globalité. Donc son chemin de vie, ses émotions, son passif, sa famille, ce qui la motive, tu vois. Donc ça part déjà du principe que les maux physiques sont liés aux maux émotionnels, mentaux. Exactement, que c'est un tout.
En fait, D'accord. c'est vraiment une lecture globale. Et après, on a des outils, nous, qui sont spécifiques à notre médecine, qu'on ne va pas retrouver ailleurs. Par exemple, la lecture d'un être, elle se fait à travers ce qu'on appelle les doshas. Donc, les doshas, ce sont les énergies vitales. Donc, Vata, Kapha, Pitta, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Explique pour nos auditeurs, surtout. Ok. Ouais. Donc, les doshas, en fait, ce sont des forces qui vont venir un petit peu, si tu veux, tout expliquer et qui nous composent et qui composent, en fait, tout ce qui nous environne. Donc, on dit qu'en fait, on est issu de la nature. On est lié à la nature. Et donc, les éléments qu'on retrouve dans la nature, on les retrouve en nous. Donc, on a l'élément de l'air, l'élément du feu, l'élément de l'espace, l'élément de la terre et l'élément de l'eau. D'accord. Et ces éléments-là, on les regroupe en 3 forces. Vata, qui est, si tu veux, la mobilité. C'est l'air et l'éther. Donc, c'est un peu... Par exemple, quand tu vas avoir une pensée, tu vois, oui. C'est de l'air. Vata. Okay. Ouais, c'est Vata, exactement. Quand tu vas communiquer avec quelqu'un, c'est un échange, une mobilité aussi verbale, donc c'est Vata, tu vois. La mobilité dans la digestion, c'est Vata qui va le gouverner, tu vois. On le traduit comme ça. Ensuite, donc ça c'est grossièrement, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais grossièrement. Super. Ensuite, on a Pitta. Pitta, c'est le feu et l'eau. Et c'est l'énergie de la transformation. Et la transformation, donc par exemple, quand tu vas comprendre tu vas avoir une idée, mais tu vas la transformer dans ton intellect pour l'actionner, pour faire une action. C'est Pitta qui va se mettre en œuvre. La transformation métabolique, la transformation de tes hormones, tu vois, tout ce qui est transformation en fait, mais même tout ce qui va te faire penser au feu, le courage, la détermination, tout ça c'est Pitta. Et la dernière énergie, c'est Kapha, qui est composée d'eau et de terre, et ça c'est la cohésion. Donc par exemple, tout ce qui va être protection au niveau de ton corps, donc liquide synovial au niveau de tes articulations, tout ce qui va être mucus, tu vois, au niveau de ton système digestif. Les glaires aussi, tout ce qui est glaire. En fait, tout ce qui protège ton corps, c'est Kapha. Et par exemple, quand tu vas aimer quelqu'un, vouloir l'écouter, le protéger, le materner, ça, c'est aussi l'énergie Kapha. Et on a tous ces 3 énergies à l'intérieur de nous, tous, mais dans des proportions plus ou moins variables. Et ça, c'est... Qu'est-ce que dit l'Ayurveda ? Ces proportions, c'est de naissance quelque part ou pas du tout ? Ça dépend de ce qu'on va vivre et ce qu'on va... Alors, c'est très intéressant ta question parce qu'il y a un peu des deux. En fait, tu as une constitution qui est innée, donc que tu as lors de ta conception. Donc, qui t'est donnée à travers... Il y a plein d'éléments à prendre en compte, mais à travers, évidemment, tes parents, à travers la saison pendant laquelle tu vas être conçu, l'heure à laquelle tu vas être conçu, etc. Tu vois ? Ça fait un dosage initial. Exactement. Okay. Et ça ne te quittera jamais. Tu auras toujours ce qu'on appelle la prakriti, donc ta constitution ayurvédique. Tu l'as pour toute la vie. D'accord. En revanche, l'équilibre de tes doshas, ce qu'on appelle la vikriti, c'est l'état d'équilibre de tes doshas. Tu peux être, par exemple, une double constitution, donc être un être Pitta-Vata, ce qui est très commun en France, donc avoir beaucoup de feu, d'eau, d'air et d'éther. Mais tu peux avoir un déséquilibre Kapha. Donc, c'est-à-dire que tu vas être... Normalement, tu es quelqu'un qui a beaucoup d'action, qui est courageux, qui aime avoir 1000 idées. Et bah, tu vas te sentir toute lourde, tu vois, un peu comme la terre et l'eau. Toute lourde, toute léthargique, toute dépressive, avoir peur de passer à l'action. Par rapport à ta constitution de base. Exactement. Il y a peut-être un sujet d'alignement à sa constitution de base ? Oui, c'est ça. Il y a un sujet d'alignement. Disons que tout ce que tu vas vivre, toutes les émotions que tu vas vivre, toutes les actions que tu vas faire, tout ce que tu vas manger, tout ce que tu vas laisser entrer en toi en termes de pensée, de senteur, de toucher, enfin tout ce qui te relie en fait à l'extérieur va t'influencer. Et ça va influencer tes doshas, en fait, cet état d'équilibre. Et l'âge aussi. Tu as l'âge, les saisons, tu vois, tout ce que tu vas traverser en fait. D'accord. Ça aussi. D'accord. Ça entre en compte. Et donc, ok. Donc ça, c'est un peu le truc de base. Exactement. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, c'est-à-dire que je comprends que quand quelqu'un va voir un médecin ayurvédique, la première chose que fait ce médecin, c'est de lui donner sa composition. De te comprendre. D'accord. Donc de comprendre ta constitution, mais t'en as qui vont pas forcément juste comprendre ta constitution, ils vont surtout comprendre ton déséquilibre. Donc à travers un questionnement, donc on va te poser plein de questions sur ton passé, ton présent, ton futur, etc. Ça va faire une espèce de boulga d'identification, de ressenti, mais qui sont très, très tangibles, tu vois. On va prendre ton pouls. Donc le poids ayurvédique, pour voir un petit peu aussi tes énergies. On va regarder ta langue, on va regarder tes tissus, ton physique. Tout ça, ça va donner des clés sur ton état d'équilibre. D'accord. Et tout ça, ça permet par exemple, si la personne a une problématique hormonale, admettons, ou digestive, ça va nous permettre de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi, et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ça influence
ce qui est en train de se passer et si tu as des forces et des faiblesses issues de ta constitution, pourquoi aujourd'hui tu es désaligné en fait. Qu'est-ce qui fait que tu es désaligné? Voilà, c'est toujours revenir à cette base quelque part. C'est vraiment comme un repère. D'accord. Et donc toi, ça, tu le fais avec les gens? Je l'ai fait beaucoup, oui, avec les gens en consultation ayurvédique. D'accord. Ça prend combien de temps une consultation ayurvédique? Ça prend du temps. Moi, je mets 1h30 pour vraiment tout bien faire. D'accord. Okay. Donc, ouais, c'est assez long. Quand tu vois une nouvelle personne, tu commences par ça? Je commence toujours par identifier sa constitution, comprendre pourquoi elle est là. Et puis après, c'est tout ce qui est conseil, hygiène de vie. Et j'aime bien donner une résultante écrite pour que la personne, après, elle puisse le reprendre, le relire à tête reposée. Parce qu'il y a beaucoup d'informations à donner. C'est toujours très, très dense, en fait. Ouais. Et donc, les gens, ils viennent quand même avec un problème ou une problématique. Est-ce que ça n'aurait pas du sens, je ne sais pas si en Inde, ça se fait plus, de dire... C'est bien de connaître, j'ai pas de problème particulier, mais je viens, je fais ma consultation, je me connais un peu mieux, je sais ce qui fonctionne pour moi, ce qui fonctionne pas pour moi par rapport à ma constitution. Est-ce qu'il y a des... c'est une approche? C'est intéressant parce qu'à la base, c'est une approche préventive aussi. Donc, elle est curative, effectivement, parce que c'est une vraie médecine en Inde. Elle est, elle est reconnue comme médecine par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est des vrais médecins là-bas qui la pratiquent. En France, ça n'est pas reconnu, donc on est des praticiens, on n'a même pas le droit de dire thérapeute, des praticiens. Mais à la base, effectivement, c'est une démarche qui est préventive et curative. Donc, il y a les deux. En Inde, c'est vrai qu'on est quand même plus dans une adaptation curative, je dirais, parce que déjà, c'est une médecine qui est remboursée et comme c'est des médecins qui la pratiquent, on y va quand on a une problématique à installer. En France, c'est un peu différent quand même. Tu as beaucoup de personnes maintenant qui sont sensibilisées à ça, à la prévention, avant qu'un déséquilibre ne vienne ou quand tu sais que tu as une composante génétique sur une problématique qui peut t'attendre. Eh ben, tu vas avoir tendance quand même à vouloir freiner son arrivée ou à éviter que ça se mette en place. Donc, je dirais qu'il y a les deux en France. Alors moi, j'avais fait une série d'épisodes dans le podcast 108 milliards sur la longévité. Oui. Et on avait plutôt pris l'angle de recevoir des médecins fonctionnels. On avait travaillé avec une start-up qui maintenant s'appelle Lucis, qui s'appelait Zero oui, j'en ai entendu parler. Oui. Et moi, j'avais fait du coup la prise de sang avec tous les biomarqueurs. Ouais, je l'ai fait 2 fois. Justement, le but, c'est de voir tous les 6 mois un peu comment ça. Et c'était passionnant. Et t'as un âge biologique, je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'avais 26 ans d'âge biologique. Oh là là, bravo. C'est génial. C'est le vanity-matrice qui m'avait fait kiffer. Mais donc voilà, j'avais pris plutôt cet angle-là préventif, mais en mode biomarqueur. Et bon, bien sûr, on parlait énormément de nutrition. Nutrition, sommeil, enfin toujours les classiques. Bien sûr, les bases. Exactement. Et sport. Oui. Mais effectivement, j'avais pas été sur l'Ayurveda qui, en fait, a la même approche hyper ancestrale. J'imagine qu'on retrouve plein de choses qui sont de l'ordre du bon sens, finalement. Tout à fait. Mais là, ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même ce truc de... On va pas... En fonction de notre composition, ce qui va fonctionner pour toi va pas forcément fonctionner pour moi. Exactement. D'accord. Ce qui est un remède pour toi peut être un poison pour moi. Ah ouais, carrément. Parce qu'on n'a pas du tout le même métabolisme, on n'a pas du tout le même passé, la même histoire, la même configuration. Donc oui, en termes de dosage et en termes de remède, en fait, vraiment. Donc c'est vraiment du cas par cas. D'accord, ok. Ah ouais, hyper intéressant. Ok, donc toi, tu as fait pas mal de consultations comme ça une fois que tu as... après tes études. Oui. Bah après, tu as un peu changé. Et oui, j'ai une plateforme. Vas-y, pardon. Alors, je vais dire que je suis aussi partie en Inde pour me former. Donc, j'ai fait le voyage initiatique, mais après, j'y suis repartie pour apprendre auprès de médecins. Donc, pour apprendre la fameuse technique du pouls, la prise de pouls, donc Nadi Pariksha. Ça, c'est hyper difficile. C'est hyper difficile. Et tous les médecins ont leur technique. Donc, t'arrives là, t'es un peu perdu, quoi. Ouais, tu trouves ta technique. C'est ça, exactement. Ouais. Et puis aussi pour voir un petit peu comment ça se passait au niveau des panchakarma. Donc, tu sais, c'est un peu des cures ayurvédiques. Je pense que les Français sont peut-être plus sensibilisés à ça aujourd'hui. C'est de partir en Inde, tu pars 1 mois et tu te revigores de la tête aux pieds, tu te nettoies, tu te détoxines. Ah bah voilà. C'est vraiment une cure de détoxification, de détoxination et de reconnexion à soi. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'après avoir pratiqué beaucoup au niveau du terrain, je suis plus dans la transmission, dans la formation aussi des autres, enfin des personnes que j'accompagne pour leur transmettre en fait des clés de connaissance d'eux-mêmes et puis des clés aussi pour être plus autonomes dans leur santé, tu vois, et dans l'approfondissement de la connaissance d'elles-mêmes pour tout simplement vivre avec énergie, vitalité et qu'elles se sentent mieux dans leur peau. Et puis aussi pour répondre parfois à des problématiques particulières, tu vois, comme l'hypothyroïdie. Et j'aime bien travailler avec des médecins justement fonctionnels dont tu parlais pour mêler Ayurveda
et micronutrition. Ça, c'est un peu ma spécialité. J'aime bien faire les ponts entre l'ancien et aujourd'hui, en fait. D'accord, génial. Et aujourd'hui, du coup, les gens qui veulent en savoir plus, où est-ce qu'ils retrouvent? Qu'est-ce que tu fais des formations en ligne, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, explique un peu pour les auditeurs et les auditrices. Moi, Oui. je sais. Hein. Oui, bien sûr, Tati, c'est tout. C'est des ateliers, en fait, et des formations en ligne, donc sur une plateforme qui s'appelle Podia, où, alors, parfois, il y a des sessions live, en fait, enfin, en direct, où je vais transmettre, et parfois, c'est une formation que tu prends, et tu peux la faire vraiment à ton rythme, sur des thématiques précises, donc, comme je disais, ça peut être la ménopause, ça peut être la thyroïde, là, en ce moment, c'est le diabète, le stress, enfin, il y a plein de choses, la lecture de la langue, après, c'est des outils ayurvédiques aussi pour apprendre à mieux se connaître, parce qu'en consultation, on peut pas tout voir, on peut pas tout expliquer, donc ça permet vraiment de prendre le temps d'approfondir ces outils très précieux. Génial, trop bien. On mettra les liens vers ta plateforme. Ça s'appelle comment? Alors, c'est Les Aventures Vertes sur Podia et mon compte Instagram, c'est Les Aventures Vertes de Sophie. D'accord, Les Aventures Vertes de Sophie. Oui, donc c'est là-dessus sur Insta, on mettra les liens. Allons sur notre sujet d'aujourd'hui. Oui. Donc la ménopause, même la périménopause. Oui. Moi, donc j'ai reçu Maud Pasturo et Sophie Kuhn. Bah, tu as deux Sophie. C'est drôle. Le même sujet, ouais. Maud Pasturo qui a ouvert Ménoclinique là récemment, donc une clinique vraiment dédiée à la périménopause et à la ménopause. Et Sophie qui est, justement, elle a un compte Instagram qui marche très bien, qui est je la connais bien. Des créatrices de contenu très calées sur le sujet. Et ce que j'ai compris avec elle, c'est que en France, même les médecins, beaucoup de médecins ne sont pas si bien formés que ça à détecter les signes de ménopause. Il y avait beaucoup ce discours de dire attendez que ça passe, madame. C'est tout à fait vrai. Et aussi, il y a eu une étude dans les années 90 qui a fait beaucoup de dégâts, qui était sortie à moitié, etc. Et qui a dit à beaucoup en gros, beaucoup de femmes se sont dit il ne faut pas prendre le traitement hormonal de substitution. Aujourd'hui, c'est revenu qu'en fait, si on peut le prendre, il faut le prendre. Donc tout ça, j'ai vu ça. Sophie, c'était intéressant son témoignage parce qu'elle, elle ne pouvait pas le prendre. Donc qu'est-ce qu'elle a mis en place dans sa vie pour quand même accompagner ce moment. Moi, ce que je comprends, et c'est pour ça que c'était très important pour moi de faire des épisodes là-dessus, c'est que ça c'est pas juste une question. Moi, je pensais que la ménopause, c'est juste c'est le moment où une femme peut plus avoir d'enfants. Ok. Et non, en fait, c'est toute la santé cardiovasculaire, neurologique, etc., qui peut partir en cacahuète. Exactement. Si on fait pas ce qu'il faut. Oui. Et donc, toi, qu'est-ce que la micronutrition et l'Ayurveda dit? Enfin, c'est quoi, toi, ton point de vue sur la ménopause et comment tu... Alors, déjà, c'est vrai que c'est une période de vie qui se prépare vachement en amont, en fait. Tu parlais de préménopause. La préménopause, elle a lieu en fait 10 ans avant que la ménopause elle ne s'installe. Et on a remarqué qu'on a de plus en plus de préménopause précoce. Tu vois, ça peut arriver dès 39 ans. Oh. Et la moyenne, c'est 41 ans. Mais ça peut arriver dès 39 ans. Donc, c'est hyper tôt dans la vie d'une femme. Et quand tu regardes, en fait, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de femmes qui expriment des symptômes déjà de préménopause jeunes, en fait. Et elles ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, quand je dis que ça se prépare, c'est qu'il y a toute une philosophie à avoir sur l'équilibre des hormones, sur comprendre comment ça fonctionne. Déjà, il faut un petit peu aller se cultiver sur ces sujets, c'est hyper important, plutôt que d'attendre que la ménopause elle arrive et qu'on soit désemparé en se disant mais qu'est-ce qui m'arrive, je me reconnais plus du tout, parce que c'est ce que les femmes partagent souvent. Et donc l'ostéoporose par exemple, ça se travaille vachement en amont. La baisse de la progestérone, elle se travaille aussi en amont, la baisse des œstrogènes aussi, par des plantes, par une alimentation que tu peux mettre en place, dès justement les premiers présymptômes de cette préménopause qui va arriver, comme je disais, de plus en plus tôt. Donc c'est anticipé. Alors, j'imagine que tu voudrais des clés concrètes. Oui. Avant même d'arriver aux clés concrètes, déjà peut-être qu'est-ce qui se passe dans cette périménopause. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc tu disais baisse des hormones, donc de progestérone et d'ostrogène. Donc il y a une baisse des œstrogènes et de la progestérone qui est conjointe, qui commence à se produire en fait. Et on va se retrouver en ce qu'on appelle une hyperœstrogénie relative. C'est-à-dire que comme ton taux de progestérone il s'abaisse, tu as trop d'œstrogène circulant dans l'organisme. D'accord. Et donc tu vas avoir des symptômes, par exemple de SPM, donc de syndrome prémenstruels qui vont être majorés. D'accord. Par exemple, tu vas avoir une poitrine qui va faire mal, tu vas avoir des crampes, pendant les règles qui sont plus importantes. Alors peut-être
ça peut être toujours la continuité d'avant, comme ça peut être juste un bouleversement hormonal et tu te reconnais moins. D'accord. Tu peux être beaucoup plus anxieux, avoir des troubles de la concentration, du sommeil aussi. Tu peux même commencer à avoir des bouffées de chaleur qui vont commencer à arriver. D'accord. Des pertes de cheveux. Et tout ça aussi, ça s'explique par ton propre terrain hormonal. Parce que pareil, comme la constitution ayurvédique, on a tous un terrain hormonal différent. Et ça, c'est hyper important de le connaître parce que c'est ça qui va prévenir un peu ce que tu vas subir. Subir, j'aime pas ce mot, mais ce que tu vas vivre en termes de désagréments pendant ta ménopause. D'accord. Donc, il y en a 3 principaux. Tu as la femme hyper-œstrogénique, donc celle qui a naturellement, qui produit trop d'œstrogène, en fait. Parce que son foie, il détoxe pas bien, par exemple. Tu vois, elle a une élimination qui est beaucoup plus lente. Donc ça, c'est typiquement les femmes qui vont, par exemple, avoir de la rétention d'eau, souffrir par exemple de syndromes prémenstruels qui vont être beaucoup plus importants, de douleurs à la poitrine. Elles ont un risque aussi plus accru de développer des cancers, par exemple mammaires, ou des cancers au niveau de l'utérus. D'accord. À cause de ça. Donc il faut qu'elle bosse sur l'équilibre du microbiote et sur la détox hormonale, par le foie par exemple. D'accord. Donc tout ce qui va être détox hépatique, c'est hyper important pour elles de l'intégrer très tôt dans leur vie, tu vois. Ok. Par exemple, c'est un exemple. Ensuite, tu as les femmes qui sont hypo-œstrogéniques. Donc, elles ne produisent pas suffisamment d'œstrogène de base. Donc, comme on les reconnaît, elles sont plus sèches. J'ai oublié de dire que les hyper-œstrogéniques, elles ont tendance à avoir plus de poids. D'accord. Tu vois. Les hypo-œstrogéniques, elles ont tendance à être plus fines, plus sèches. Et elles peuvent, pareil, elles peuvent souffrir en fait donc de sécheresse corporelle, d'ostéoporose aussi plus facilement, par exemple, de perte de cheveux. Tu vois, comme un affinement, un assèchement. Elles vont avoir des rides prématurées. Ça te met sur la piste un peu de ton... Bien sûr, il faut faire des analyses sanguines conjointes, évidemment. On peut le voir, on peut le détecter. Mais tu peux déjà le lire sur ton faciès, entre guillemets. Ouais. Et puis, tu as la femme androgénique. Donc, elle, c'est typiquement les femmes qui vont souffrir de SOPK, tu vois, d'hirsutisme, de diabète, qui ont la peau plus grasse aussi, tu vois, vraiment d'hyperœstrogénie, d'hyperandrogénie, pardon, donc avec plus de testostérone, par exemple. Ah d'accord, elles ont plus de testostérone. Elles ont plus de testostérone, d'accord. Exactement. D'accord. Donc, elles, pareil, il y a un travail sur le foie et le microbiote, mais qui va être différent des autres femmes, et ça va être d'autres plantes, une autre alimentation. Par exemple, la femme hypoœstrogénique, elle doit apporter un peu plus d'œstrogène. Donc elle, typiquement, on va lui conseiller de manger plus de soja, de tofu, d'aliments fermentés aussi, pour mieux métaboliser ses œstrogènes. D'accord. Parce que la métabolisation des œstrogènes, elle vient de l'état de ton microbiote. D'accord. Okay. Ça, c'est hyper important. Okay. Et celle qui n'a pas assez de progestérone ? D'œstrogène ? De progestérone ? De progestérone. Alors, en général, donc comme je vous disais, pendant la préménopause, toutes les femmes ont une perte de progestérone, de toute façon, qui va continuer jusqu'à l'arrivée de la ménopause. Et ça, pareil, on va le pallier avec notamment des plantes progestérone-like ou des crèmes en fait qu'on peut mettre aussi à base de progestérone, par exemple le YAM, qui est un peu connu, le Gatilier aussi qu'on connaît, et qui va aider un petit peu à diminuer ces symptômes de Mais c'est pas dans les 3 profils en tout cas. En fait, les trois profils vont être touchés par cette progestérone qui va baisser de toutes les manières. C'est physiologique en fait. Ça c'est normal. Après, c'est une question de régulation des œstrogènes ou un excès de testostérone qui est là depuis, on va dire, depuis l'adolescence plus ou moins, et qui peut s'accentuer. Et parfois, on peut basculer d'un état à l'autre aussi. D'accord. Ça peut arriver. Donc, étape 1, connaître son profil en faisant un test sanguin. Alors, on va vérifier un petit peu les marqueurs. Où est-ce qu'on en est ? Donc, par exemple, quand vous avez... moi, je dirais vers 35 ans, c'est bien de commencer à le préparer, tu vois. Vers 35 ans, c'est un bon âge. Ouais. Et on regarde un petit peu si on a plutôt tendance à avoir trop d'œstrogène ou si on est plutôt quelqu'un qui manque de progestérone. Et ça, c'est quoi ? On va voir notre médecin qui nous fait une prise de sang. Oui, un médecin fonctionnel, c'est mieux. Oui, qui saura faire ça. Oui, parce qu'il est plus sensibilisé à ce type de problématique, alors qu'un médecin, il va dire, mais je vois pas pourquoi... Une fille de 35 ans veut se... Voilà, je vois pas... Sauf si vous avez des problématiques comme de l'infertilité ou un SOPK ou une endométriose. Mais en général, c'est plus compliqué de le voir. Donc, je conseillerais de voir un médecin fonctionnel. On trouve un médecin fonctionnel, quelqu'un qui est éveillé à ces sujets-là. Exactement, et qui vous fera tous les tests qu'il faut, hormonaux, même pourquoi pas creuser au niveau du microbiote, voir un petit peu si vous avez une dysbiose, si vous manquez certaines souches bactériennes, parce que comme ça, vous allez pouvoir déjà travailler en amont dessus. Et quand vous arriverez à la préménopause ou à la ménopause, déjà, il y a une partie du travail qui sera fait. Et donc, vous allez... normalement, en principe, et je pense que ça sera le cas, souffrir beaucoup moins de votre ménopause. D'accord, ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a
voilà, tu dis quand ça va arriver, mais j'ai l'impression que ça arrive pas non plus du jour au lendemain. Ah bah non, il faut 10 années à peu près pour que ça se mette en place. Donc on a quand même 10 ans. C'est un changement d'alimentation petit à petit. Un changement d'alimentation, un changement d'hygiène de vie. Donc par exemple, on le sait aujourd'hui, mais l'ostéoporose, ça se prévient. Ouais. Donc ça se prévient via la fonte musculaire, la sarcopénie. Donc on peut éviter aussi. Donc sport à fond, mais pas n'importe quel sport. Du sport avec de l'impact, du sport avec de la musculation. Ça, et voilà, la fonte musculaire et l'ostéoporose, 10 ans avant, il faut le prévenir et se dire que c'est quelque chose qui nous pend au nez. Et donc, il faut le travailler en l'intégrant dans son hygiène de vie, par exemple. Ça, c'est facile à mettre en place, on va dire, plus ou moins. Éviter... Alors, la baisse des œstrogènes aussi, je parlais de tout ce qui est problématique de glycémie. On a une flambée des diabètes et de la glycémie pendant l'âge de la ménopause. D'accord. Parce que les œstrogènes, cette baisse œstrogénique, en fait, les œstrogènes, elles vont, si tu veux, protéger un petit peu le pancréas. D'accord. Et donc, quand ça disparaît, et du coup, cette insuline, on la produit moins bien, en fait. Donc, on n'est plus sujet au diabète. Et donc, pareil, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire pendant l'arrivée de la ménopause ou de la périménopause, donc les fameuses 2 années, tu sais, qui sont avant l'arrivée de la ménopause, on a les symptômes qui sont vraiment majorés. Pareil, on va peut-être mettre en place une alimentation IG bas pour commencer à protéger son pancréas et éviter que le diabète ne s'installe pendant la ménopause, par exemple. Mais ça, si on ne le sait pas, c'est compliqué de... Et comment elles font si on revient sur justement l'Ayurveda, les femmes indiennes donc avant les prises de sang, avant tout ça. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'elle préparait, est-ce que ça parlait ménopause ? Est-ce que c'est vraiment un socle de l'Ayurveda de dire oui, la femme, elle va évoluer Alors déjà, ça se transmettait beaucoup, de mère en fille, de grand-mère en fille. Donc il y avait une transmission de femme à femme qu'on perd un peu aujourd'hui. Donc ça, c'était important. Et on passait beaucoup par les soins aussi, les soins du corps, parce que les soins du corps vont avoir énormément de bienfaits. Donc déjà, ça va renforcer les os. Quand tu te masses, en fait, tu renforces tes articulations, tes os. On dit que tout ce qui passe par la peau en Ayurveda, évidemment, est assimilé, mais ça vient dans les tissus du corps. Donc, ça nourrit. OK ? Et ensuite, on a des soins aussi qui vont venir un petit peu équilibrer les hormones, équilibrer le cortisol. Quand tu équilibres aussi ce fameux cortisol, tu as une régulation aussi hormonale qui se met en place. Tu vois, tu as toute une cascade hormonale avec les neurotransmetteurs, les fameuses hormones dont on a parlé tout à l'heure aussi, qui ont plus tendance à s'équilibrer. Donc, tout ça, ça s'adresse à tout le corps. Mental et corps. Donc ça va être le Shirodhara aussi qu'on fait plus souvent en Inde. C'est quoi le Shirodhara ? C'est une coulée en fait de lait chaud avec des plantes ou d'huile chaude. T'as le Tarkadara aussi avec du buttermilk qu'on vient faire couler en fait sur le front, tout simplement sur des points, ce qu'on appelle les points marma, donc des points énergétiques du corps sur le front, et ça vient en fait équilibrer le mental et le corps. Et ça fait partie des soins du Panchakarma. D'accord, des gens qui partent un mois en cure. Voilà. Mais là-bas ils le font facilement. Tu vas voir un praticien et il te le fait et ça coûte rien du tout. Enfin, en tout cas pour nous, là-bas ça peut être un peu plus cher, mais ils le font dans leur culture. D'accord. Ils s'automassent aussi. T'es pas obligé d'aller voir quelqu'un qui va te masser. Tu vas donc le massage, c'est un truc qu'ils font entre guillemets pour prévenir. Voilà, il y a ça, mais il n'y a pas que plus, ça. Donc voilà. Oui. En termes, donc ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de transmission de mère en fille sur ce qui se passe à ce moment-là. Mais au niveau, par exemple, les médecins ayurvédiques, à quel point est-ce que c'est un gros chapitre de leur... Tu vois, à quel point c'est quelque chose qui est pris en charge ? Parce qu'en France, ce qu'on a beaucoup vu, c'est que finalement, la plupart des médecins, les heures de cours sur la ménopause, c'était rien. C'est très peu. Et donc, c'est ça ma question, c'est beaucoup plus un pan de l'Ayurveda ou pas plus que ça ? Dans le corpus ayurvédique, il y a quand même beaucoup de choses sur ce que ça engendre sur la femme, sur ce processus un petit peu de transformation que ça va amener chez la femme. Après, est-ce qu'ils sont dans un... Ça dépend du médecin que tu vas voir. Je pense que le côté prévention de la ménopause, c'est peut-être moins le médecin qui va le fournir que, comme je te disais, cette fameuse transmission de mère en fille, en fait. C'est plus dans les familles que ça va se passer. D'accord. Mais c'est une fois qu'il y aura une problématique importante que c'est le médecin ayurvédique qui, là, va traiter. Mais donc, c'est plutôt dans la culture. C'est plutôt effectivement, dans l'alimentation, le massage. Dans les remèdes aussi, tu vois. Par exemple, les graines de sésame. Là-bas, ils en mangent beaucoup. Ils savent que c'est très riche en calcium. Ça protège les os. Ça fait partie des remèdes. Il va y avoir des décoctions qui vont se transmettre dans les familles, qui sont aussi issues de l'Ayurveda, tu vois, qui vont se transmettre aussi de mère en fille. Tu vas prendre telle plante, ce qu'on appelle des rasayana, des régénérants. Pareil, c'est des recettes qui se transmettent. Tu vois, les dalles, les fameux dalles, c'est bon pour la digestion, c'est bon pour nourrir les hormones. Tu vois, c'est vraiment dans les familles. Culture, quoi. C'est vraiment dans la culture. C'est ça. En sachant que, je mets un bémol, la culture indienne n'est pas l'Ayurveda. Mais
comme l'Ayurveda est né en Inde, il y a beaucoup d'Indiens qui intègrent l'Ayurveda dans leur vie du quotidien, tu vois. D'accord. Ok, Voilà. mais il y a des Indiens qui Qui ne connaissent pas l'Ayurveda et qui n'intègrent pas l'Ayurveda. D'accord. Il ne faut pas non plus idéaliser. Voilà. Et il ne faut pas amalgamer parce que souvent il y a un amalgame. D'accord. Ok. Ok. Et donc si on revient ici en France, donc Ayurveda et micronutrition. Donc ce que j'entends, c'est s'y intéresser à partir de 35 ans, Exactement. connaître un peu son profil, adapter son alimentation, Tout à fait. le sport, etc. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire d'autres ? Ouais, de conseils à donner. Alors, oui, bah après, c'est dans les clés alimentaires, tu vois, travailler sur ces carences, vérifier qu'on n'en est pas et que ça ne va pas s'accentuer dans le temps. Donc, les femmes en ménopause et en préménopause, elles sont très sujettes à ça parce que le système digestif, il va s'affaiblir. En Ayurveda aussi, on le dit, on appelle ça Agni, le feu digestif. Et en fait, pendant cette préménopause, tu as le fameux dosha Vata qui va augmenter tout doucement jusqu'à l'arrivée de la ménopause, et Pitta aussi, parce qu'il y a toute une transformation hormonale qui se fait. Et donc, il faut un petit peu rééquilibrer ces doshas par ton alimentation, par tes émotions aussi, on va en parler après parce que c'est hyper important, mais en renforçant ton système digestif. Donc ça, il y a une clé hyper facile, c'est d'intégrer déjà des épices, mais qui sont en accord avec soi. D'accord. Donc, il faut connaître son profil. Faut connaître son profil. Que je fasse une consultation pour savoir mon profil. Mais oui, avec plaisir. Mais il faut connaître son profil normalement et connaître aussi tes déséquilibres. Donc, il faut être un peu familier avec tout ça. Sinon, quand tu ne le connais pas, en fait, ça dépend des types d'aliments que tu vas manger. Plus c'est lourd, plus il faut des épices un peu piquantes, tu vois, un peu plus chauffantes pour te faciliter la digestion. Donc, typiquement, la viande, tu vas venir mettre du gingembre, de l'ail, du poivre, du curcuma, des choses asséchantes qui vont casser le gras, en fait, de ta viande. Ça, c'est une idée, mais voilà, c'est toute une science, hein, donc il y a beaucoup de choses à savoir là-dessus. Après, tu as des ouvrages qui sont spécifiques que tu peux lire aussi pour t'instruire sur le sujet. Mais en gros, les épices, c'est hyper important. Boire de l'eau chaude aussi, ça permet de renforcer ton système digestif. Ça permet aussi d'éliminer les sels. J'ai oublié de dire que si tu es constipé, tu as tendance à retenir les œstrogènes. Oui. Ouais. Donc, tu es plutôt en hyperœstrogénie aussi. Tu vas avoir plus tendance à la rétention, au syndrome prémenstruel aussi. Donc, c'est important d'avoir un transit qui est fluide. Donc, lutter contre la constipation. Et ce système digestif, il permet aussi de bien, si tu veux, de bien penser, d'avoir un mental qui est stable, qui est fort, qui est alerte. Tu vois, quand tu as une digestion qui est un petit peu, qui est pas très bonne, tu sens un gros repas de famille, on voit bien. Exactement. Ou même quand tu manges quelque chose qui te convient pas sur l'instant. Par exemple, tu vas manger des crudités alors qu'il fait froid. Ça convient pas en Ayurveda, tu vois. Et ça va t'alourdir, ça va te refroidir, et tu vas avoir du mal en fait à faire les actions que tu t'étais mis en tête de faire. Et donc, tout ça aussi, c'est du bon sens, évidemment. Donc, c'est observer la saison dans laquelle t'es, observer les températures, observer la météo, en quelque sorte, pour savoir comment adapter ton repas. Est-ce que tu manges plutôt cuit ? Est-ce que tu manges plutôt cru ? En sachant que le cuit, il est plus facile à digérer. Et après, c'est des alliances. Donc, si tu mets un aliment lourd, il faut mettre un aliment léger pour équilibrer. Tu as les énergies chauffantes, les énergies refroidissantes. Mais là, j'ai l'impression que c'est du bon sens, ce que tu dis. Enfin, c'est pas non plus... Oui, c'est du bon sens. Mais au début, tu as quand même besoin un petit peu de comprendre les rouages ayurvédiques pour ensuite pouvoir être autonome et le mettre en place. Tu as des bases à connaître. Exactement. Okay. Et toi, par exemple, sur ton site, j'imagine qu'il y a une formation en ligne pour connaître les bases de l'Ayurveda. Ah oui, il y a une formation sur les bases de l'Ayurveda. J'essaie pas de faire ta pub, je me dis juste qu'a priori... Oui. Donc, au-delà de la ménopause, c'est commencer par connaître les rouages. Pour moi, si on veut intégrer l'Ayurveda, il faut déjà commencer par ça ou lire des livres. Hein. J'ai écrit d'ailleurs un ouvrage, c'est le grand livre de l'alimentation ayurvédique aux éditions Le Duc. D'accord. Où j'explique sur, 300-400 pages, c'est quoi l'alimentation ayurvédique. Parce qu'il y a beaucoup de choses à connaître. En fait, c'est à la fois plein de bon sens et à la fois un peu complexe. D'accord. Donc, il y a un peu les deux. Ouais. Mais déjà, moi, je me dis un truc qui est moins fait en France, et moi aussi, je me suis vachement reconnectée à ça, et c'est aussi dans ma culture marocaine, les épices. Les épices, c'est fondamental. J'ai écouté un podcast de 2 heures sur les épices. C'est vrai ? Ouais, un jour. C'est passionnant, c'est une science. Une boîte anglaise qui s'appelle Zoé, et qui sont hyper... sur tout ce qui est médecine fonctionnelle et tout, ils sont très avancés. Et moi, je les avais découverts aussi parce que sur Insta, ils mettent pas mal de recettes.
Et des recettes avec des IGBA, avec plein de trucs. Et justement, j'ai même écouté un podcast de 2 heures sur l'huile d'olive. Des fois, j'ai des obsessions. C'est fou. Mais effectivement, de ce que je comprends, les épices, c'est fondamental. Et c'est fondamental. Et c'est curatif. Enfin, c'est ça. Nous, vraiment, en Ayurveda, donc je disais, c'est une science. Il y a une science des épices. Et c'est thérapeutique. C'est-à-dire qu'on l'utilise vraiment pour soigner, tu vois. Pour soigner des rhumes, pour soigner des gastrites, pour soigner quand on a des vers intestinaux. Enfin, tu vois, ça aide à plein de choses. Et ça permet, encore une fois, de vraiment équilibrer ce centre. C'est vraiment ton centre, ta digestion. En Ayurveda, c'est la base de tous les déséquilibres. D'accord. Donc, quand tu as un feu digestif qui est bien équilibré, tu te protèges de beaucoup de troubles métaboliques, en fait. Et c'est beau de le voir parce qu'en micronutrition aussi, on le dit, le microbiote, c'est la base d'un écosystème incroyable. Donc, il y a beaucoup de maladies qui ont leurs racines dans ce déséquilibre du microbiote, dans la porosité intestinale. Après, tu peux mettre plein de choses derrière. Nous, c'est Agni, ce feu digestif, ce centre qu'il faut absolument équilibrer. D'accord. Donc, ça passe par l'alimentation, mais aussi les émotions. Alors, vas-y, sur les émotions, ça, c'est mon dada. Les émotions, ça va être tout ce qui va être colère, jalousie, attachement excessif. Tout ça, ça va venir polluer en fait ton énergie vitale, ce qu'on appelle le prana. Et cette énergie vitale, pareil, elle est en lien avec ce système digestif. Donc ça, c'est la base. Mais après, ça vient vraiment, si tu veux, gérer ce prana. Donc le prana, c'est la façon dont tu te connectes en fait à l'extérieur avec tes 5 sens. Et c'est ça qui va venir te faire capter de l'énergie. Donc par exemple, quand tu vas sentir une odeur agréable, quand tu vas écouter un son qui va t'équilibrer, quand tu vas recevoir un soin thérapeutique, tu viens t'adresser à ton sens du toucher. Quand tu regardes quelque chose qui est agréable pour toi ou quand tu discutes avec quelqu'un que tu aimes, tout ça, ça vient nourrir ton prana, ton énergie vitale. Mais il faut de l'attention pour ça. Il faut être conscient. En fait, ça remet de la conscience un petit peu dans ce que tu fais. Et ce prana, ça a une puissance incroyable sur ta qualité de pensée, sur ta qualité de repos, sur ta qualité respiratoire, sur ton oxygénation, donc sur le stress oxydatif, sur les neurotransmetteurs, tu vois, ça vient vraiment tout influencer en fait. D'accord. Okay. Et elle part aussi de cette qualité digestive. Donc tout est lié. D'accord. Ok. Donc il faut bosser aussi sur ses émotions. Faut bosser sur ses émotions. Alors faut pareil. Faut venir voir Mounia, par exemple. Exactement. Et après, tu as des techniques de pranayama. Je sais pas si bien sûr. Moi, je fais beaucoup de yoga. Je fais dans la Rose méthode et dans chaque cours, on fait du pranayama. Très bien. C'est fondamental. On dit que le yoga, c'est la sœur de l'Ayurveda. C'est 2 sciences distinctes, mais qui se regroupent. Et du coup, effectivement, le pranayama, c'est indispensable. En plus, c'est, on va dire, assez facile à mettre en place, au même titre qu'une méditation, pour venir vraiment respirer en conscience et renforcer cet agni, ce feu digestif. Donc, hyper important d'en mettre en place. Tu vois, dans pranayama, il y a prana. Donc, cette énergie vitale sur laquelle on doit travailler. Et j'ai oublié de dire que pendant la ménopause, c'est une période où on est aussi plus dans la transmission, dans la quête de la spiritualité aussi. On est en fait dans une transformation à tous les niveaux de notre être, mais l'Ayurveda le dit, il y a une connexion à la spiritualité qui est beaucoup plus forte, puissante, et il faut un peu la laisser nous traverser pendant la ménopause. Parce que c'est un temps où on est, comme je disais, plus dans la transmission. On est moins dans le fight, tu vois. On est moins dans cette énergie pitta, de feu. On est plus dans l'énergie éthérique et mobile de vata. Donc, il y a une plus grande lenteur qui se met en place aussi, mais une connexion à autrui qui est plus importante. Donc, cette fameuse sororité dont on parle souvent, à la ménopause, elle prend toute sa place, encore plus. Donc, cette fameuse transmission des femmes indiennes, elle fait sens aussi par rapport à la ménopause parce que tu vas transmettre des choses à tes filles, à tes nièces, à d'autres femmes que tu vas rencontrer à travers, je sais pas, des associations, des ateliers, etc., ou lors de discussions fortuites. Et c'est une période où tu vas beaucoup transmettre sur les choses que tu as mis en place. En fait, ce que ça me fait penser, ce que tu es en train de dire là, c'est que la société telle qu'elle est aujourd'hui, elle prend pas ça en compte. Donc nous, par exemple, nos mères, on n'a même pas su quand est-ce que c'était en ménopause ou pas. Du tout. Et ce qu'on te dit, c'est que tu vas bosser jusqu'à 65 ans. Et donc, on ne considère pas que peut-être les 15 dernières années de ta carrière, en fait, tu n'es plus dans ce feu de aller dans ce feu. C'est très juste. Je prends le métro le matin, je vais au boulot. Exactement. Et c'est douloureux, en fait. Voilà, ça devient extrêmement douloureux. Je suis totalement d'accord. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont souffert de juste se dire qu'elles ont un problème. Pourquoi j'arrive plus ? Pourquoi je suis plus là-dedans ? Pourquoi machin ? Et elles se battent contre un truc qui est juste... Alors que en épousant en fait cette transformation, il y a beaucoup de choses à faire dans la transmission ou de différemment. C'est ça, exactement. Adapter sa carrière. Voilà.
Adapter sa carrière, exactement. On a une autre place en fait à avoir à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est contre nature parce qu'on a tous ce chamboulement qui de toute façon nous ralentit et nous prend beaucoup d'énergie. Et comme tu dis, on a moins de place en fait pour... Puis cette construction de carrière, on l'a fait quelque part. Donc aujourd'hui, on a peut-être plus envie d'être mentor, de coacher, tu vois, mais pourquoi pas dans son travail aussi, si on est salarié, peut-être d'avoir plus une autre place de mentorat, de coaching si c'est possible. Mais je veux dire, si ces informations étaient beaucoup plus démocratisées, ce serait dans les structures de carrière, d'entreprise, ce serait pris en compte. Oui. Quoi. Enfin, y aurait pas c'est pas le cas aujourd'hui. Et le problème, c'est que les hommes, ils subissent pas ça, entre guillemets. Ben non, pas du tout. Eux, c'est pas la même chose. Donc du coup, comment est-ce que... En fait, moi, comment je me trouver dis, une juste place. Voilà, comment... évidemment, toi et moi, on est entrepreneurs, on adapte. On adaptera, il n'y aura pas de... Oui. Mais... Dans l'entreprise, surtout. Voilà, je me dis, des femmes qui sont salariées dans des grosses organisations, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Quel est le... Tu vois, un peu l'éveil là-dessus ? Il faudrait peut-être former un peu plus les responsables, tu vois, les personnes qui sont à la tête des équipes. Et peut-être se dire qu'en fait, il y a un switch à faire au niveau du positionnement de ces salariés-là, comme je disais, avec plus dans un cadre de transmission, pourquoi pas d'enseignants ou de... Et en même temps, sans être condescendant, parce que le risque, ce serait « Ah, ça y est, Madame Michu... elle est mise au placard, c'est ça. Faut pas que ça soit mis au placard. Les gens de haut. Non, pas du tout. On est quand même dans une société qui valorise tellement l'action, la productivité. C'est quoi le Vata, le truc feu là ? C'est Pitta. Le Pitta, qui valorise tellement Pitta que peut-être on est dans une société. Et tu vois ce que je veux dire ? Et comment est-ce qu'on peut nous c'est accepter ce ralentissement naturel en fait, et que ces personnes-là soient pas sur la même cadence que quelqu'un qui est dans une période de vie Pitta. C'est impossible. Et en plus, cette personne, qu'est-ce qu'elle va risquer ? D'être encore plus fatiguée, épuisée, de pas être heureuse au travail, d'avoir de l'absentéisme, parfois ça arrive aussi, d'avoir des troubles de santé. Enfin, en fait, personne n'a eu gagné. Je trouve d'ailleurs, du coup, que ça peut devenir même dangereux. Même, tu vois, imagine, tu as quelqu'un qui vient en consultation qui te dit, mais moi, je sens que j'arrive à la ménopause ou pas. Donne-moi tout ce qu'il faut en nutrition pour que je reste Pitta. Enfin, tu vois, elle va pas le dire comme ça, mais tu vois, c'est aussi un danger de se dire on va utiliser, mais que ce soit l'alimentation, que ce soit le coaching, que ce soit machin, pour rester dans cette image de performance. Oui, je suis d'accord. Et donc, comment tu définirais la performance pour les femmes après la ménopause ? Parce que moi, il y en a beaucoup qui me disent au contraire, c'est un renouveau fabuleux. Mais est-ce qu'il y a une redéfinition à faire, tu vois ? Ce serait pas... Donc, déjà, toutes les femmes, elles vont être touchées par cette période Vata. Donc, la Vata, l'air et l'espace. Donc, il va y avoir forcément une réduction de cette force métabolique qu'on va tout avoir naturellement, tu vois, dans cet âge Pitta qui a lieu, on va dire, de l'adolescence à 45 ans à peu près. Donc, c'est déjà accepter ça. Accepter qu'il y a un changement. De toute façon, on va le ressentir. On aura beau essayer de lutter contre soi, ça va venir nous rattraper. On va être plus fatigué, on va avoir peut-être plus de mal à sortir du lit. Ça va nous coûter plus cher. En termes d'énergie aussi, on va avoir plus de mal à récupérer. Parce que c'est normal. Il y a une physiologie qui change. Il y a un contexte hormonal qui change et on récupère plus de la même manière. Donc, quelque part, on va contre soi, donc on s'abîme plus. Et qu'est-ce qu'on risque d'avoir ? C'est que déjà, durant la ménopause, ça va exploser au niveau des symptômes. Et on peut aussi avoir plus de risques de burn-out, par exemple. D'accord. Tu vois ? Et alors là, un burn-out durant la ménopause, c'est encore plus long. Vu que ce fait métabolique, il est plus affaibli. Donc, c'est plus long à s'en remettre. Enfin, tu vois, tout va être plus long, en fait. Tout va être plus long et long. Être moins dans la résistance. Être moins dans la résistance et peut-être dans plus dans l'anticipation. l'acceptation. Quand on dit anticiper, c'est aussi anticiper sa carrière, anticiper sa vie sociale, anticiper plein de choses. Voilà, comprendre ce qui peut se passer et comme tu dis, voilà, peut-être anticiper, faire les changements qui s'imposent si c'est possible. Je sais que c'est pas toujours possible, mais quand ça l'est, ne pas s'en priver en fait. Et au moins avoir conscience de ce qui peut arriver. Et de ce qui arrive en fait. C'est pas ce qui peut arriver parce que ça va arriver. Oui, c'est ça. On va tous être touchés par ça, donc oui. Et comment est-ce qu'on peut, pour peut-être finir sur une note plus d'espoir, même si là, ce que j'entends, c'est que la note d'espoir, c'est anticiper et savoir. C'est ça. Mais si on se dit, parce que moi, j'ai eu beaucoup de témoignages aussi en antenne, mais de femmes post-ménopause, beaucoup plus vieilles, qui me disent, mais c'est génial, je revis, j'ai une vie géniale, je les vois. Enfin, je vois bien sûr. Donc, comment est-ce qu'on peut aussi se dire, mais c'est un renouveau extraordinaire, tu vois ? Pas juste un truc qu'on va subir et qu'il faut limiter les dégâts. Bien sûr, c'est pas toutes les femmes qui vont mal vivre la ménopause, évidemment, mais bon.
c'est quand même, on va dire, plus le cas en général. La ménopause est plus compliquée, pas pour tout le monde évidemment. Et ces femmes-là, en fait, j'ai envie de leur dire déjà bravo parce que c'est super. Peut-être que ça vient aussi de tout ce que vous avez mis en place par le passé, par la connaissance de vous-même, c'est possible. Ou vous avez une chance génétique aussi. Et soyez plus aussi dans cette transmission. Peut-être que vous avez des choses à partager. C'est un moment où on est moins dédié au fait de prendre soin des autres, mais plus dédié au fait de prendre soin de soi. Donc, embrasser cette période de vie où justement, c'est un moment où on est là pour soi, on a du temps pour soi, on peut voyager, on peut, je disais, transmettre, si c'est possible, transmettez par pitié, par des associations, par des mouvements. C'est trop important et en plus, ça va vous nourrir parce que comme c'est une énergie qui naturellement grandit en vous, il faut faire corps avec ça. Ça va vous donner une impulsion, une énergie incroyable de partager. En fait, la femme, elle est faite pour ça à ce moment-là de la vie. Et donc, il faut donner un petit peu de la place. Pas juste rester chez soi et se dire, j'ai ma petite retraite tranquille, tu vois. Non, c'est dommage. Voilà, faut être dans ce parcours d'échange. C'est peut-être ça qui va justement alimenter le truc. Échanger la vision, je pense, de la ménopause aussi, oui. Tout à fait. Quand je t'entends, je me dis que je suis chanceuse. A priori, j'ai fait les choix de carrière. Pas du tout. Je les ai fait bien avant et pas du tout en pensant à la ménopause. Mais je me dis qu'a priori, chez 108 tu seras à ta juste place. J'ai de la place. Oui, exactement. Exactement. C'est chouette. C'est un cadeau que tu t'es fait aussi, oui. Ouais, mais je savais pas. Donc, comme quoi, j'ai eu de la chance. Rien n'est hasard. Exactement. Merci beaucoup, Sophie. Avec plaisir, Mounia. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.